la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, ravi de vous retrouver et surtout très ému et très honoré de recevoir deux personnalités de la communauté francophone d'Israël, bien qu'ils soient très intégrés, on va dire, dans le tissu israélien. Je parle de Maître Sophie Cohen, je commence par les dames. Hein. Bien sûr. Maître Sophie Cohen que vous connaissez puisqu'on l'a déjà reçue au sein de Studio Qualita. Et vous-même, Israël Feldman, vous êtes victimologue, psychanalyste, psychologue également, Oui. donc ça fait beaucoup de casquettes, mais vous êtes là aussi aujourd'hui non seulement pour parler de l'association Yad la Korban, ou une main tendue pour les victimes, mais aussi parce que cette semaine, c'est une semaine en Israël dédiée à la violence, en tout cas pour alerter sur la violence faite aux femmes. Oui. Voilà. Alors, je suis ravie de vous recevoir vraiment. Merci. Donc, vous voulez que je vous dise un petit mot Non, là-dessus ? on va commencer. Je vais vous poser quelques questions. Alors, on parle d'un chiffre complètement abracadabrant, puisque on dit qu'une femme tous les 3 jours à peu près meurt de la violence qu'on lui a faite, et même en Israël, c'est le même chiffre qu'en Europe et dans le monde. Oui, c'est vrai. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, mais j'ai fait une recherche de 95 à 2000 sur les violences contre les femmes, et j'étais effaré, parce que on a toujours une certaine idée d'Israël, comme De Gaulle avait une certaine idée de la France. Eh bien, lorsqu'on va dans la réalité, on est effaré. Par exemple, Israël se retrouve à la 5e place parmi les pays les plus violents contre les femmes. Il y en a qui l'ont dépassé. Par exemple, la Grande-Bretagne est très très violente aussi contre les femmes, les États-Unis, etc. Mais on n'arrive pas à imaginer un... Non, on n'arrive pas à imaginer ça en Israël. Ouais. On n'arrive pas parce qu'on a une certaine, je dirais, la base religieuse d'Israël quand même, c'est le Tanar, c'est Talmud, c'est-à-dire quand même des règles qui sont valables pour l'humanité. Mais on il y a des déviances. Il y a beaucoup de déviances, mais là, il faut aller plus loin. C'est dans la psychologie de l'homme tout court par rapport à la femme. Dans la psychologie de l'homme tout court par rapport à la femme. Oui, alors un petit mot là-dessus. C'est-à-dire que dans le développement psychologique du petit garçon, lorsqu'il découvre qu'il a son petit appendice, eh bien, il développe un mépris pour la petite fille. Parce que pour lui, c'est un petit garçon qui a perdu son appendice. Alors, vous allez me dire, attendez, quand il grandit, il va comprendre. Le problème, c'est que souvent, le domaine culturel va renforcer ça. C'est-à-dire qu'on va lui mettre dans la tête qu'il est supérieur. Et dans beaucoup de cultures, c'est comme ça. Malheureusement aussi, dans le judaïsme, c'est comme ça. Souvent, on entend que les femmes, c'est le soukbait quand même. Il y a d'abord l'homme. Et beaucoup de familles veulent d'abord avoir des garçons, etc. Alors que c'est quand même la femme qui donne la vie. C'est Chava, quand même. C'est elle qui nourrit les enfants, qui s'en occupe, etc. Sa place est essentielle pour l'être humain. Ben non, on préfère parler de... Alors, beaucoup d'hommes comme ça vont penser et vont développer un mépris vis-à-vis des femmes et vont devoir toujours s'imposer d'une manière violente ou psychologiquement ou alors physiquement par rapport aux femmes lorsqu'elles lèvent la tête, entre guillemets, c'est-à-dire quand elles veulent s'exprimer tout simplement. Alors, c'est pas tous les hommes comme ça, attention. Les prédateurs. Les prédateurs particulièrement, mais il y a quand même dans la mentalité masculine quelque chose à rectifier là. Très important. Alors, vous êtes bien sûr, vous avez une chaire d'enseignement qui sur la violence individuelle, qui va jusqu'à la violence collective, jusqu'au génocide. Oui. Voilà, c'est un programme d'enseignement international qui a été initié et financé par l'ONU. Oui. Donc, vous connaissez parfaitement ces questions. Alors, quelle est votre interaction ensemble ? Puisque Maître Sophie Cohen, on a eu le plaisir de vous recevoir pour une émission qui avait beaucoup de retentissement sur le conjoint prédateur. Vous pouvez nous en dire juste quelques mots et puis après parler de votre interaction. Comment vous fonctionnez ensemble ? Oui, je voulais dire déjà que ça a été vraiment formidable puisqu'on a j'ai eu énormément d'appels de personnes qui ont voulu s'investir, aider.
Pour l'association, par rapport à la problématique du conjoint prédateur, pervers narcissique, etc. Des filles formidables aussi qui m'ont appelé et qui ont commencé déjà à agir. Donc, et on se rend compte qu'il y a vraiment une demande, parce que j'ai aussi des victimes qui m'ont appelé. Donc, c'est très important de parler de ce sujet, et je pense que la victimologie, c'est vraiment la suite, c'est vraiment le complément, en fait, pour les victimes, de tout ce qui se passe par rapport à cette perversion narcissique dont on a parlé, c'est-à-dire cette possibilité de donner aux victimes la possibilité de parler, de s'exprimer, parce que pendant des années, ce sont des personnes qui sont très souvent en souffrance, qui ont été terrorisées psychologiquement, donc incapables de pouvoir et parler et de se défendre. Et donc, cette branche de la victimologie est très importante pour cette reconstruction, je pense, des victimes et pour pouvoir libérer la parole. Alors, justement, vous qui êtes en Israël depuis très longtemps, qui enseignez, etc., vous avez été aussi en phase, et en tout cas au centre de tout ce qui est lié à l'Alia Boeing, on va dire. Tous les Olim Hadashim qui viennent en Israël, qui s'installent, et puis qui, pour gagner leur vie, sont obligés de faire des allers-retours. Et là, vous avez constaté que ça crée des catastrophes au sein des familles. Tout à fait. Ça a amené beaucoup de violence. Tout à fait. J'avais créé ce terme Alia Boeing. Je vais vous dire pourquoi. Alors là, on a le créateur du terme Alia Boeing, attention. Parce qu'on l'a utilisé et réutilisé, mais on n'a pas mis le copyright. D'accord. Alors, comment ça m'est venu ? Une fois, je prenais l'avion pour aller à Paris. Et puis, je m'occupais déjà des Olim de France. Et tout d'un coup, des tas d'hommes qui allaient travailler à Paris m'ont reconnu. Ils sont venus. Alors, les hôtesses étaient en colère parce qu'elles ne pouvaient plus passer. Ils se sont assis pour parler avec moi, etc. etc. Et puis, je leur ai dit, mais alors, vous prenez le Boeing tout le temps comme ça ? Bah oui, on est obligé. Il n'y a pas de boulot en Israël, etc. etc. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue d'appeler ça la Alia Boeing. Et ensuite, je me suis occupé des familles françaises, francophones qui arrivaient. Et j'ai vu dans les familles où le père n'était pas là, enfin faisait des allers-retours, des drames terribles. Des drames terribles. La mère se retrouve seule, elle ne parle pas forcément bien l'hébreu, même pas du tout. L'école, elle n'y comprend rien. Les gosses arrivent, changent de mentalité parce que c'est Israël. Les gosses sont très libres ici. Elle est terrorisée par tout ça. Elle pleure aussi. Beaucoup de mères, que j'ai fait des groupes de parole, qui étaient en dépression parce qu'elles ne pouvaient plus éduquer leurs enfants. Quant aux enfants, surtout pour les garçons, eh bien, ils se retrouvent seuls avec leur mère. Et c'est une position très difficile. Parce que le garçon, on dit que la peur de l'inceste, c'est toute l'humanité qui a peur de ça. Or, de se retrouver de nouveau proche avec sa mère, alors que le père, quand même, est parti, donc ils vont développer une violence terrible. Et c'est comme ça que violence contre leur mère. Contre leur mère. Et c'est comme ça que j'ai dû intervenir dans des familles où les garçons de, on va dire, 13, 14, 15, 16 ans frappaient leur mère. Les frapper. Alors, quand le père rentrait, la mère le disait, voilà, il m'a frappé. Donc, le père leur mettait une raclée. C'était pire parce qu'ils repartaient. Donc, ils avaient accumulé une rage terrible. Et dès que le père était reparti... Ils refrappaient leur mère encore plus. Voilà. Encore alors, ce que j'ai fait, c'est surtout conseiller, d'abord que les pères arrêtent de faire ça. Et deuxièmement, qu'ils mettent les enfants dans des internats... où ils seront, disons, encadrés, etc. Ça sera moins violent pour la mère et pour les gosses. Voilà. Donc il y a des solutions, c'est sûr. Bien sûr. Il y a des solutions. Donc, on a dit que cette semaine, c'était la semaine de la lutte internationale contre la violence faite aux femmes. C'est une loi qui a été, en tout cas pas une loi, mais disons un événement qui a été mis en place il y a déjà de nombreuses années. Je crois que ça date de 1999. Ça a bougé ou pas depuis ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il faut dire que si on revient au thème donc, de Sophie Cohen sur les pervers narcissiques ou les prédateurs, c'est quoi un pervers narcissique ? En fait, c'est quelqu'un qu'on peut définir comme méchant, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'utiliser la violence psychologique et parfois physique même, d'être un tyran. Il en a besoin pour parvenir à la jouissance. C'est-à-dire... Il va être heureux lorsqu'il va faire ça. Alors, évidemment, les tribunaux devraient les arrêter, mais ce n'est pas possible. On les appelle d'ailleurs des savonnettes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont insaisissables, ils sont toujours en train de jouer la comédie. C'est eux les victimes, et l'épouse ou le conjoint, donc, est fautif. Et ensuite, lorsqu'il passe au tribunal, alors ce sont les juges et les avocats contre lui qui sont les persécuteurs, ce n'est pas lui. C'est extrêmement difficile d'arriver à les coincer.
extrêmement difficile. Donc on se retrouve depuis 1999 avec des cas qui augmentent. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai montré les courbes. Eh bien, oui, on parle, par exemple, en Israël, de 17 444 agressions sexuelles. Enregistrées par la police. Oui, oui, bien Attention. sûr, sans parler de toutes celles qui ne se sont pas manifestées. Qui n'ont pas osé bouger, bien sûr. Dont 6 000 viols. 6 000 viols, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Des viols qui sont inscrits. Oui, oui, qui sont déclarés pour celles qui ont été portées plainte. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que devant les tribunaux, ce sont des personnes qui arrivent très très bien, comme on avait dit, à inverser les rôles et surtout à porter la preuve, en fait, qui sont comme ça. C'est pratiquement impossible pour les victimes. Parce que tant qu'il n'y a pas cette formation où on peut identifier qui est l'agresseur et qui est la victime, tant qu'il n'y a pas cette formation pour pouvoir les identifier, ils sont les rois devant les tribunaux. Et très souvent, d'ailleurs, ils arrivent même à avoir la garde des enfants. Oui. Donc il y a un grave problème par rapport à ça, puisque forcément, à partir du moment où ils ont la garde des enfants, on est dans des mécanismes qui n'en finissent pas. Alors justement, comment on devient une victime? Alors, Est-ce qu'on est victime? Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a la dimension culturelle. C'est-à-dire que on peut aussi, une femme peut être victime de l'enseignement qu'elle a reçu ou de la formation qu'elle a reçue en tant qu'enfant par rapport, disons, au milieu culturel d'où elle vient. Okay, il y a des civilisations très très dures pour les femmes, mais dans l'ensemble, il y a ça déjà. Deuxièmement, souvent, ces femmes-là ont eu des mères terribles, parce qu'on parle des hommes qui martyrisent les femmes, mais il y a également des mères qui martyrisent leurs enfants. Et ça ne se voit pas comme ça. C'est-à-dire, ce sont des mères exemplaires, sacrificielles pour les gens. Ils disent, voilà, c'est une mère extraordinaire, et voilà. Mais dans la pratique, elle est capable, cette femme, de détruire son enfant. Donc, celle qui va grandir dans une telle ambiance... détruire son enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant le monde, dans la société XY, je sais pas moi, à l'école, n'importe où, la maman est prévenante avec son enfant, est gentille, est douce, adorable, et à la maison, c'est des brimades, c'est des punitions, c'est ça? Ce sont des femmes castratrices, on dit, des mères castratrices, qui, par exemple, pour leur petite fille, va leur interdire de manifester toute leur féminité. C'est-à-dire que la petite fille, c'est normal, elle veut manifester sa féminité, eh bien, la mère va être très violente contre ça. Et donc, elle va l'empêcher de s'exprimer en tant que future femme. Résultat, eh bien, après, ça donne des personnes qui, elles-mêmes, peuvent être violentes à leur tour plus tard avec leurs enfants. Pour les hommes, c'est souvent aussi le cas de gens qui ont été violentés ou agressés enfants et qui n'ont pas pu guérir de ça et qui vont à leur tour agresser. Mais pour les femmes qui sont victimes, je veux dire les femmes qui sont victimes et qui sont très bien dans leur basket avant d'avoir rencontré sur leur route un prédateur, on va dire, c'est quoi? Il y a quelque chose d'inné ou... Alors, souvent, je me rappelle d'un cas, j'avais suivi une femme, elle avait tout fait pour échapper à ça. C'est-à-dire qu'elle avait trouvé un conjoint très gentil. Mais comme elle disait, il est brave. Brave, ça veut dire je l'aime pas. Il est gentil. Et comme par hasard, finalement, elle est tombée sur un salopard. C'est-à-dire un type comme ça, un type extrêmement violent. Et elle a divorcé, elle s'est mise sous la patte de ce type-là. Mais ça allait très loin. Elle dormait par terre, il lui marchait dessus quand il se levait. Oui, c'est incroyable. C'est des trucs incroyables. Alors qu'une femme très intelligente. Dans ce congrès que nous avons fait en France, vous savez, pour la violence dans les communautés juives, eh bien, ça a commencé par le témoignage d'une femme médecin. C'est pas n'importe qui. 20 ans, elle a été frappée, écrasée. Le type la mettait par terre, marchait sur elle, comme ça, etc., etc. Elle a mis 20 ans pour pouvoir s'en sortir, alors qu'elle était médecin. Médecin, c'est-à-dire qu'elle s'occupait des gens. Et comment on peut expliquer un mécanisme pareil? Alors, c'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. On le retrouve chez toutes les victimes, hein, pas seulement de violences conjugales. Mais c'est-à-dire qu'on va se trouver normal à un moment, parce qu'on est tellement sous pression, normal le comportement agressif de l'autre. On va s'identifier à ça, c'est-à-dire dire, bon, bah, le pauvre, beaucoup de femmes le disent. Ah, il a des moments formidables, il revient, il me demande pardon, etc., etc. Et on va toujours lui trouver des excuses. Vous voyez, on s'est identifié à ce monsieur et donc on pense qu'il a les vraies valeurs. Il y a aussi le fait qu'il donne toujours l'espoir qu'il va changer. Tout à fait. Donc la victime, elle est toujours avec cet espoir que demain, il va se passer autre chose, que si elle va faire tel et tel effort,
la situation va changer. Mais ce sont de faux espoirs. Et effectivement, comme ils sont très infantiles, ils ont cette capacité à demander pardon. Mais en fait, c'est comme l'enfant. Il demande pardon, mais il va recommencer ensuite les mêmes agissements. Donc ça trompe. C'est ça embrouille les victimes, en fait, qui fait qu'elles restent dans ces relations. Et puis, la victime aussi, c'est difficile de reconnaître qu'on est tombé sur une personne comme ça. Donc, on n'a pas envie aussi d'accepter cette réalité. Alors, justement, lorsqu'on est victime, est-ce que, comme c'est l'objectif de votre association Une main tendue pour les victimes, on peut venir facilement parler, s'exprimer dans un groupe de parole? Alors, c'est très difficile, et c'est pour ça qu'on va devoir bien travailler sur cela. C'est-à-dire qu'il y a aussi certaines femmes qui n'oseront pas le dire à leur conjoint, et pour cause. Donc elles viendront... Oui, parce qu'on imagine, d'après ce que vous nous racontez, qu'il y a des femmes qui sont mariées depuis 20 ans et qui vivent l'enfer, mais pour leurs voisins de palier, ce sont les femmes les plus heureuses du monde. Oui, donc le problème, c'est que beaucoup risquent de venir en cachette. Donc il va falloir aussi avoir ce secret pour qu'elles puissent venir parler et que ça ne s'ébruite pas pour pas qu'elles aient des ennuis ensuite avec le conjoint violent. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un projet de loi pour faire bouger les choses en Israël? Bien sûr. C'est le but de l'association aussi. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez déjà des idées dans quelle direction aller? Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire au niveau des victimes pour les protéger déjà. C'est-à-dire déjà en ce qui concerne toute cette violence qui est faite contre les femmes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de compréhension du danger dans laquelle se retrouve la femme au moment où elle veut divorcer. Parce que c'est là le point qui est extrêmement dangereux pour ces femmes-là. Et d'abord, elles n'en sont pas conscientes. Elles vont aller voir leur conjoint et dire « je veux partir ». Elles ne savent pas que déjà, il y a toute une préparation à faire, et au niveau juridique et au niveau psychologique pour être protégées. Cette protection, aujourd'hui, elle n'existe pas pour ces femmes-là. Parce que ce moment-là... Le manque de préparation d'un divorce lorsqu'on est victime peut se retourner fatalement contre elles. Il y a beaucoup de cas où les victimes sortent encore plus victimisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont obtenu rien du tout. Elles sont non seulement abandonnées, elles n'ont pas la garde de leurs enfants, elles n'ont pas d'argent. Pas d'argent, etc. C'est terrible. Mais il faut savoir aussi que le prédateur, lui, il éprouve un plaisir immense. J'avais utilisé le mot jouissance tout à l'heure. Un plaisir immense à être un tyran. Pour lui, c'est comme quelqu'un qui est pris par la drogue. Vous voyez, il va continuer à se droguer parce qu'il a éprouvé au départ un plaisir immense. Excusez-moi, il se recharge en énergie vitale chaque fois qu'il fait souffrir sa victime. Tout à fait. D'accord, donc lui reprend des énergies et elle est épuisée. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement? Juridiquement, il y a tout un arsenal de lois qu'il faut mettre en place qui sont propres à la perversion narcissique et qui n'existent pas aujourd'hui. Ce sujet-là de la perversion narcissique, c'est un sujet à part. On ne peut pas traiter un divorce face à un conjoint prédateur comme un divorce face à une personne normale. C'est impossible. Que ce soit au niveau du conjoint, que ce soit au niveau des enfants. Le problème du syndrome d'aliénation parentale dont on a parlé. Aujourd'hui, la réaction par rapport à toute cette manipulation psychologique qui est faite contre les enfants, elle n'est pas assez rapide. Et très souvent, les enfants, du fait qu'au niveau juridique, il n'y a pas des lois appropriées par rapport à ce problème, les enfants, ils vont perdre tout contact avec le parent qui est victime. Donc, ce sont des choses qui sont très graves, puisqu'il va y avoir une identification avec l'agresseur. Ce sont des enfants qui sont en perte totale d'identité. Ce sont des enfants qui vont être eux-mêmes robotisés, qui vont vivre dans la peur, dans la terreur, qui vont plus avoir de relation avec un parent qui est aimant. Et tout ça, ce sont des lois à mettre en place, mais qui n'existent pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience, même au niveau des tribunaux, de l'importance de mettre ces lois en place pour les victimes de perversion narcissique. Mais justement, justement, par rapport à cela, on avait fait un congrès ici franco-israélien sur la place de il y a à peu près 6-7 ans, sur la place de la victime sur la scène pénale. Pourquoi ? Bien parce que, en général, les juristes, bon, je parle devant une juriste, les juristes n'aiment pas les émotions. Lorsqu'on va au tribunal, c'est une sorte de théâtre comme ça, où les émotions sont mises de côté. Et mon fils, qui est, je suis content de le dire, est docteur en droit, me dit toujours, les victimes, on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'elles amènent trop d'émotions. Donc, beaucoup de juristes, de juges, etc., ne veulent pas tellement... On fermait la porte des émotions dans leur travail. Alors, cette victime qui va venir se plaindre... Sinon, c'est trop compliqué. Mais parce qu'elles sont en telle souffrance aussi, c'est ça qui est extraordinaire. Et il faut parler de la police aussi. Le problème, c'est que la première plainte, c'est à la police.
Or, aller à la police, c'est pas simple. Bon, on est dans un pays où les policiers sont très sollicités par rapport aux problèmes palestiniens. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est vrai. Ils sont tous... c'est là qu'ils ont le plus de travail. Donc, alors, une femme qui arrive avec un petit problème, pour eux, c'est un petit problème, qui va se plaindre de son mari et elle n'arrive pas à le définir. C'est drôle parce que c'est une problématique qu'on retrouve dans tous les pays. On le retrouve ici, mais c'est partout la même chose. Il faut former les policiers, et surtout des policières, si possible, à accueillir ces victimes. J'étais au Canada, c'était en 2000, c'était un congrès justement de victimologie, et ils nous ont fait visiter une prison-hôpital qui était pour ces pervers narcissiques. C'est-à-dire, une fois qu'on a réussi à les définir comme pervers, donc ils avaient le choix. Alors, ils avaient le choix d'être soignés ou alors être enfermés. Soignés, ça ne veut pas dire qu'ils pouvaient sortir. Oui, parce qu'ils passaient devant des assistantes sociales, des médecins, des psychologues, etc., qui décidaient si oui ou non ils pouvaient partir. Et c'est là que, d'ailleurs, on parlait de savonnettes, parce qu'ils sont très malins. Ouais. Ils se présentent comme des gens parfaits. Ils arrivent à tromper tout le monde. Ils trompent tout le monde. Alors... Difficile, hein. Difficile. Je vois que c'est un sujet qui vous tient tous les deux à cœur, chacun d'un côté du manche, si je puis m'exprimer comme ça. Alors, cette semaine qui est dédiée à la lutte contre la violence faite aux femmes, on a dit que ça n'avait pas beaucoup bougé. Est-ce que vous avez été, vous, en tant que victimologue, sollicité pour justement essayer de faire avancer les choses ? Ben oui, on a des congrès. Je vous ai dit, je rends un congrès en Argentine international. Il y avait plusieurs pays représentés sur la violence faite aux femmes, justement pour faire bouger les choses. Bon, quelles ont été les conclusions du congrès ? Que rien ne bouge. C'est déprimant. Alors en Argentine, en plus, bon, je ne veux pas saquer les Argentins qui m'ont accueilli quand même, mais ils m'ont dit la justice n'est pas vraiment séparée de la politique. On a vu ce qui est arrivé avec le juge Niemann qui enquêtait sur cet attentat du Hezbollah, vous savez, contre la communauté juive. Il a été soi-disant suicidé. C'est-à-dire, ils m'ont dit, ici, c'est très dur. Donc, il faut qu'il y ait aussi ça, une indépendance des juges, une fois qu'ils sont formés, par rapport aux pressions politiques. Bon, ici, on peut dire que ça va quand même, parce qu'un président de l'État s'est retrouvé en prison quand même. Mais il faut vraiment des équipes faut vraiment des équipes spécialisées dans ce domaine-là. Faut les former. Ça ne s'invente pas. Moi, quand je traite de dossiers de divorce, ce sont des stratégies à mettre en place. Tout à fait. On ne divorce pas d'un pervers narcissique comme on divorce d'une personne normale. Il faut que ça soit clair. C'est une psychologie complètement à part. Alors, on n'a pas parlé d'un domaine, en tout cas d'une frange de la population israélienne. C'est-à-dire que les religieux, on n'en a pas tellement parlé, pourtant il y a de la violence aussi dans ces milieux-là. Alors il y a une omerta du fait qu'il y a beaucoup de... comment on dit, non pas le qu'en dira-t-on, mais ce qu'on renvoie de soi dans ces milieux-là est très important. Ce que le voisin pense de soi, parce qu'après il y a le choix des écoles, le choix des maris, le choix des les shidduchim, etc. C'est très 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 compliqué. Donc j'imagine que la violence, ça doit être un sujet ultra tabou. Exactement. Donc je vous redis ce qu'on avait fait avec ce congrès à Paris sur les violences faites aux femmes dans les milieux juifs. Et je me rappelle que des Australiens étaient là et avaient dit qu'ils avaient fait un congrès en Australie sur ce qui se passe dans les milieux haredim en Israël. Pourquoi ? Parce que les femmes qui osaient parler, si ça avait été en Israël, elles n'auraient pas parlé. Elles auraient eu beaucoup de problèmes après. Donc il y a ça. Par ailleurs, bon, c'est vrai que le judaïsme, c'est ce qui nous a permis de tenir pendant la diaspora pendant 2000 ans. Mais il reste parfois très très moyenâgeux, notamment lors des divorces, etc. C'est-à-dire que la femme va se retrouver face à un parterre de juges comme ça, le Beddin, et ça va être très dur pour elle, parce qu'il n'y a pas une femme là-dedans. Il y a surtout des hommes. Vous voyez, et des hommes ça commence à changer parce qu'il y a la fameuse Tohénette rabbinite. Tout à fait. Voilà, donc ça bouge aussi ici chez nous. Et ça doit permettre d'arriver à des solutions plus facilement, en tout cas, et solutionner des gros problèmes. Il y a aussi un problème, c'est que dans les milieux religieux, tous se connaissent. Or, parfois, les trois juges du Beddin sont copains avec le mari, parce qu'ils prient ensemble à la synagogue.
Et ça, j'ai un cas comme ça en ce moment. Le monsieur, qui est un véritable pervers narcissique, eh bien, était copain avec les juges. Donc, la femme, elle s'est retrouvée sans rien, avec 4 gosses. Rien. C'est-à-dire, elle n'a pas la possibilité d'avoir des pensions alimentaires, etc. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, on imagine. Ouais. En tout cas, on voulait vous redonner la parole, Sophie Cohen, parce que justement, à l'occasion de cette semaine dédiée, en tout cas, à la violence faite aux femmes, c'était important d'en parler et puis de comprendre que prédateurs, victimes, ça va ensemble. Ouais. Voilà. Et en tout cas, si vous avez envie de participer à cette association, une main tendue pour les victimes, toujours pareil, il y a une page Facebook, vous pouvez la redonner là, on est vraiment en construction. D'accord, si une autre page Facebook prochaine. Pour l'instant, c'est la page du conjoint prédateur. Il y a une page. Okay. Et la semaine prochaine, on aura déjà notre page à nous avec toutes les informations nécessaires. D'accord. Et ce que je voulais dire aussi, les groupes de parole, ça sera aussi très important pour les personnes qui ont besoin d'exprimer, d'évacuer des choses compliquées. Et de parler de cette souffrance et puis aussi peut-être de les aider aussi à sortir de cette violence. Je peux juste te dire que j'ai un site. Bien sûr. En attendant, les gens peuvent m'écrire et puis on... Voilà, exactement. Alors, quel est votre site ? Feldmani, comme Israël. OK. .com. C'est tout. Voilà, c'est facile. Voilà. Et puis, je suis donc, les gens peuvent écrire et ils seront en relation. Voilà. En tout cas, c'est important pour les francophones d'Israël de savoir que, il y a des spécialistes qui peuvent les aider dans leur langue, qui réfléchissent aussi pour elles et que les victimes ne sont pas seules. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Kalita et merci à vous, Cathy. Et à Kalita, bien sûr. Et vraiment pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment très, très bénéfique. À très bientôt. Merci. Ciao. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.